Aujourd'hui, le squad, j'accueille mon premier entraîneur de football et responsable du centre de performance de la Real Sociedad. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de projet Mbappé. Alors, j'imagine qu'avant, Ouais, on j'ai vu parlait passer. sûrement d'autres choses, même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça se diffuse beaucoup plus. Euh, Est-ce que toi, qui travailles du coup avec un public jeune, qui du coup ont des parents, est-ce que tu arrives facilement à capter à quel moment le projet il est plutôt un projet des parents ou plutôt un projet de l'enfant? Tu le vois tout de suite. Ça ne met pas longtemps. Quand c'est un projet des Ouais. parents, les parents sont toujours là, omniprésents. Toutes les séances d'entraînement, tous les matchs, tous les trucs. Et je ne te parle pas de présent pour regarder. Je te parle de présent. C'est-à-dire que le gamin, à chaque fois qu'il a fait une passe, il regarde le papa, pim pam. Ouais, Dès qu'il y a ok. moyen d'interpeller le coach, on prend le coach, on l'interpelle. Il y a aussi des parents qui ont une, comment dirais-je, une bienveillance dans leur approche vis-à-vis du staff technique, etc. Mais on sait que c'est un projet qui est peut-être bilatéral, peut-être qu'il y a et l'enfant et le parent, mais on sent que le parent, le papa, il est vraiment, vraiment, vraiment derrière. Et après, attention, hein, Maxence, je vais te dire une chose, c'est que j'ai deux enfants. J'ai un garçon de 5 ans et une fille de 2 ans et demi. Mhm. Peut-être qu'ils joueront au rugby ou feront du ballet, j'en sais rien. Ils feront ce qu'ils voudront. Toujours est-il que je suis incapable de te dire comment moi, j'agirais dans le cas où un de mes deux enfants fasse du football ou autre chose d'ailleurs. J'en sais rien. Donc je suis prudent et je tente d'être le plus humble que possible face aux Mhm. réactions des parents vis-à-vis de leur enfant. Parce que tu as des fois des histoires. Ouais, bien sûr. Tu sais, ben, un papa qui a perdu son épouse, malheureusement, donc la seule chose qui reste, c'est le petit garçon, et qui a Mhm. dit à son papa depuis qu'il a 8 ans, je veux devenir un joueur professionnel, et que pour lui, du coup, l'objectif de sa vie, c'est de donner tout ce qu'il a, tout ce qui est dans son pouvoir pour qu'il puisse y arriver. Qui suis-je, moi, pour juger ça? Mhm. Après, à la manière de faire. C'est là où je dirais que c'est discutable. C'est que Mhm. parfois, ben, il y a des enfants maintenant, ben, tu parles du projet Mbappé. Bon, je connais pas j'ai regardé hein, forcément comme tout le monde, mais peut-être pas tout le monde, mais ceux du milieu du football. Mais par exemple en Belgique, mes joueurs au centre, ils allaient tous dans des académies. Donc ils avaient 3 séances avec nous, on leur mettait 2 heures de séance dans la tête et ils allaient après encore à l'académie. Et ils jouaient le match le samedi, le dimanche à l'académie. Mais par contre, j'avais des U4, pour te dire. J'avais des gamins de 3 ans qui étaient chez moi au club. J'en avais 12. Des machines à 3 ans, hein, sincèrement. Hein. Mon fils a 5 ans, il a eu une licence, c'est vrai, l'année dernière. Il a fait un baby-foot, tu sais, pour Ouais. découvrir le football. Il y allait 3 fois, je te rassure, hein, mais bon. Et au moins, il a fait, il a vu, il s'est amusé avec les copains, c'était tout sauf du football, mais c'était bien. Là-bas, en Belgique, les gens font des académies. Donc, les parents, des fois, bah, ils surchargent l'enfant, en fait. Ouais, ouais. Ils le mettent d'une certaine manière où ça devient une obsession. Après, si le gamin, il est demandeur, tu sais, si toi et moi, on va ensemble, on va en Afrique, on va en Amérique latine, on va en Amérique centrale, je suis allé beaucoup. Les mecs, ils jouent toute la journée, toute la nuit. Et ce qu'on nous a appris dans nos diplômes, eh bien, quand on les voit à eux, on se dit que c'est pas juste. D'accord? Ça, c'est une réalité. L'autre réalité que je vais te donner, c'est à la Real Sociedad, top 10 en Europe. Top 10 en Europe, ça va faire 15 ans. Ouais. Les 2011 qui sont des U13 Mhm. s'entraînent 3 fois par semaine et ceux qui habitent loin, 2 fois par semaine. Ça n'empêche pas que tous les ans, il y a des joueurs qui intègrent l'équipe première en première division espagnole, qui n'est pas le plus mauvais championnat au monde, je Mhm. pense. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de vérité, mais c'est intéressant, je pense, de regarder les extrêmes. Et l'art et la difficulté, c'est de trouver son juste milieu, qui ne sera pas le même pour toi, pour moi, que pour l'enfant de Y ou de X. Donc, quand je vois le projet Mbappé, moi, je dis que pour certains gamins, il vaut mieux qu'ils fassent ça qu'ils fassent autre chose. Pour d'autres gamins, je pense qu'il les dégoûte du football et il faudra voir si à 15 ans, ils joueront encore au foot. Ouais. Et tu sais, tout le monde le sait, c'est 1 sur 10 000 qui devient professionnel. Donc, bah, il faut être le 1 sur 10 000.
Et moi, je Mm. suis quelqu'un qui stimule les rêves. Il faut que les gens rêvent, euh, mais ne pas se perdre non plus. Mm. Ne Très, pas se très clair. perdre. Ouais. Justement, tu as parlé de tous ces aspects culturels qu'on pouvait retrouver dans le sport et là, plus spécifiquement dans le football. Et toi, comme tu l'as bien expliqué dans ta présentation, tu as travaillé dans différents pays, que ce soit la France, l'Espagne, la Belgique et même l'Algérie. Quelles sont les similitudes et les différences culturelles que tu as pu percevoir en termes de vision footballistique dans ces différents pays? Très intéressant et excellente. Ouais, ouais, ouais. Donc, alors, j'ai pu approcher donc, j'étais aux États-Unis, j'ai eu une relation aux États-Unis pendant 2 ans. J'étais avec Gérard Rouillet à New York Red Mhm. Bull, paix à son âme. Et du coup, donc j'ai vu un peu le football aux États-Unis. Au Nicaragua, j'ai monté un club de football avec 9 communautés indigènes à San D'accord. Juan del Sur, voilà, qui s'appelle San Juan del Sur FC. On a réuni les meilleurs joueurs des 9 communautés pour créer une équipe qui est maintenant en troisième division. C'est genre de la Régionale 2 en France, hein, c'est pas... On s'en fout. Mais l'idée, c'était de les concerner à travers le sport et des valeurs. Donc, c'est le Nicaraguain qui gère ça maintenant. Ça fait 10 ans qu'il existe, hein. Et après, j'ai voyagé un peu au Pérou, en Colombie, où au Pérou, j'ai monté une école de football aussi avec l'église. À Lima, à Caja de Agua, à San Juan del Origancho, c'est un des districts qui compte plus d'1 million d'habitants de Lima. Donc là, j'ai vu aussi autre Ok. chose. Et, euh, et du coup, la grande différence, ce serait la suivante. Je pense que la méthodologie française, donc le football français, est une méthode et un pays qui crée énormément de joueurs. J'en parlais avant-hier avec un ami à moi. J'aimerais que quelqu'un me fasse l'étude du nombre de joueurs français formés en France avec une double nationalité qui jouent dans des équipes nationales dans le monde. Je crois qu'on n'est pas prêt. Parce que quand tu vois que la charnière centrale de l'équipe d'Espagne, que j'apprécie énormément, sont français, la première question que je me suis posée, c'est où sont les centraux en Espagne? Mhm. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est qui sont les défenseurs centraux devant ces deux-là? Parce qu'il doit y en avoir un paquet. Donc, tu te dis que donc, la France, c'est une méthode. Moi, ce que j'aime chez les Français, c'est structuré. Il y a une très bonne méthode fédérale pour les diplômes. Bon, ça devient de plus en plus difficile de les obtenir, ça c'est vrai. Mais moi, j'étais formé en France, donc je peux parler mal de ma formation. J'étais formé à Bordeaux, j'ai eu l'UFA là-bas. Donc, par contre, le football en France, en tout cas, je peux te dire dans la globalité, et ça change énormément, parce qu'il y a beaucoup plus les nouvelles générations sont très, très, très connectées, très, très, très informées et développent du football de plus en plus complexe, avec des méthodes de plus en plus complexes, de plus en plus riches, tu vois. Mais la force, c'est biomécanique, technique, organisation. Alors, quand je dis organisation, c'est structurer, organiser une séance d'entraînement, tu vois. Donc, dans chaque procédé, etc. Quand tu vois, en règle générale, une séance d'entraînement français, c'est super structuré. Et après, biomécanique, je t'ai dit. Et après, c'est structuré. Voilà. Et, en Espagne, c'est beaucoup plus créativité, instinct, tactique, cognitif. C'est-à-dire, tu as un gain énorme au niveau de la vitesse de prise de décision. L'OM qui a joué contre Panathinaikos, j'ai vu le match, que j'ai un pote à moi qui est fan de l'OM et il se trouve que j'étais chez lui. Eh bien, tu vois qu'à plusieurs reprises, en zone de finalisation, dans les 30 derniers mètres, il y a un joueur de Marseille qui prend un quart de seconde de plus le temps de prendre une décision, de mettre un ballon au deuxième poteau ou dans le dos de la défense, et, et l'action est finie. Et ça, tu ne le vois pas en Espagne. Ok. Pourquoi tu ne le vois pas? Parce qu'en fait, là-bas, c'est beaucoup plus fluide. Toutes les décisions, la prise d'information, c'est quelque chose qui a été intégré. Je suis sûr que dans 10 ans, en France, on aura la même chose partout parce que tout le monde travaille ça maintenant. Mais comment est-ce qu'on le travaille? On ne peut pas amener avec soi une méthode d'un pays en allant voir une semaine de séance d'entraînement au Barça. Je te le dis parce que j'ai travaillé premier cycle 8 années à la Real et accroche-toi, je pensais avoir tout compris après 5 ans, 5 ans, 5 ans.
Et là, je me retrouve projeté dans un groupe avec un coach, Yon Mikel Arrieta, que j'adore. Et en fait, j'avais compris que j'avais rien compris. C'est pour ça que je me nomme étudiant du football. Parce que si à Hmm. partir du moment où tu te considères étudiant, tu ne te considères pas autre chose et tu restes ouvert à l'apprentissage. Et, et, et tu vois, le football espagnol, c'est vraiment ça. Au niveau méthodologique, ce sont des machines. Ils vont te créer des méthodes pour tout et n'importe quoi, ce qui est riche. La problématique, c'est après de simplifier ça pour atteindre un niveau de performance intéressant. C'est-à-dire que si tu complexifies trop avec une population qui a connu une formation autre que celle d'Espagne, eh ben, tu te perds. Tandis que si tu as, ce discours avec des gens qui ont connu une formation espagnole, ben, tu es tranquille. Hmm. On le voit, ça. Enfin, je veux dire, dans des clubs, on voit bien que les joueurs qui viennent d'autres pays, ben, on doit s'adapter, quoi. Par exemple, un Espagnol qui va coacher en Belgique, il va adapter son discours à sa population, sinon il va les perdre. Il va les perdre. Donc, ça serait pour l'Espagne. En ce qui concerne la Belgique, c'est une usine de formation. Les gens sont super investis. Il y a une grosse ingénierie, c'est qu'on sent que les gens travaillent de plus en plus. Ça commence très tôt. Les gens sont très passionnés. La grande différence là-bas, je trouve, c'est leur fonctionnement du foot à 5. Vraiment foot à 5. Attention, tu as vu, j'étais tout petit. Parce qu'en fait, ils arrivent à un niveau de jeunes joueurs en U10, U11, tu vois, qui, moi, dans mon expérience, m'a surprise. D'accord. Et je te parle vraiment de la notion individuelle. Dribbleur, technique, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, au niveau cognitif et tactique, l'Espagne, ça met des années-lumière. Par contre, ils ont l'avantage à la française, c'est-à-dire que c'est cosmopolite, comme la France. Donc, il y a un peu de tous les profils, biomécaniques et morphotypes, qui permettent du coup aussi de pouvoir avoir un modèle de jeu plus riche. Tu Hmm. vois, les équipes en Espagne ne peuvent pas, s'ils jouent uniquement, donc chez les jeunes par exemple, s'ils jouent uniquement avec les gens de la péninsule, ils ne pourront pas, de manière évidente, créer un jeu en contre avec la puissance et de la vitesse. C'est pas évident. Peut-être que oui, peut-être que non. En France, tu vas n'importe où et il y a plus de chances que tu y arrives que tu n'y arrives pas. Que tu vas à Marseille, à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à machin, tu trouves des mecs qui vont à 10 000. Tu Ouais, vois. tu trouveras les profils. Tu trouveras les profils. Donc ça, c'est pour la Belgique. J'ai trouvé qu'une fédération très investie, très intéressante, très proche des clubs. J'étais très, très, très agréablement surpris là-dessus. Ce qui est aussi très marquant et que j'aime beaucoup en Belgique, et je vais te dire c'est quoi? C'est que tous les clubs professionnels jouent uniquement contre des clubs professionnels. D'accord. Donc ça veut dire que mes U6 jusqu'à mes U21, ils jouent que contre des clubs pro. Tu as Elite 1 et Elite 2. Donc ça va de la première division à la deuxième division. Le bémol, c'est quand tu descends de D2 à D3, ce qui est arrivé au club là où j'étais, Mhm. ben, toutes tes équipes de jeunes, elles descendent à un niveau. Ben, Et ça oui, dépend après de ce que tu as comme, tu sais, comme le label qui est en France tu et le label en empathie, ouais. Belgique. Ouais, là, ça devient compliqué. La descente est compliquée. En revanche, quand tu y es, je pense que si demain on dit à Paris qu'ils peuvent jouer contre tous les clubs professionnels français, ils seraient encore dans leur championnat. Parce que là, ils ont sorti, tu sais, des Hmm. championnats de jeunes pour jouer des matchs Ouais, ouais, amicaux, tu ouais, sais. ouais. Hmm. Donc ça, c'était marquant. Après, l'Algérie, là, c'est complètement différent. Tu te retrouves dans un pays gigantesque où bah, il y a quand même pas mal de précarité. Hmm. Le football est une vraie possibilité de réussite dans la vie. Moi, j'ai rencontré des gens travailleurs, nobles, euh, très, très respectueux. J'ai une terre de football. Donc le Paradou, alors j'étais dans une oasis, faut te le dire, c'est un club qui rassemble 80 meilleurs joueurs de tout le pays. Et les gens viennent des fois de l'autre bout enfin, presque du désert, hein, D'accord. pour faire des essais et de ça. Et ce qui m'a marqué là-bas, c'est le niveau technique. Ah ouais, ok. Le niveau technique, c'était donc c'est un football beaucoup de jeux. Les carences du coup sont pour moi tactiques. Donc connaissance du jeu, et athlétique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mec puissant, costaud, c'est technique, dribbleur, bien très bon dans le jeu combiné. Après, j'ai quand même vu des profils défensifs intéressants malgré ça, hein, malgré tout, mais c'est un autre football. La richesse, c'est que tu fais ce que tu veux là-bas. C'est-à-dire que moi, j'avais les gamins, si je veux, je fais des entraînements le matin, le midi, le soir et la nuit.
C'est moi qui disais, on me demandait, voilà, Sylvain, tu veux qu'ils aient à l'école quand? Ok. Donc j'ai dit, waouh, ça c'est une grosse responsabilité. Donc j'ai appelé le mec qui faisait ça pendant 5 ans avant moi. Je lui ai dit, écoute, comment tu faisais? Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Et j'ai suivi sa ligne directrice, tu penses bien. Yeah. Euh, donc voilà. Après, je dirais que les États-Unis, c'est un peu un dérivé de la méthode française, parce qu'il y a une grosse relation entre la fédération des États-Unis et la française, avec des soldats, quoi, des warriors. Je me souviens, j'ai fait une séance d'entraînement là-bas. Je faisais 10 push-ups. Je n'avais pas fait dire 10 push-ups, j'étais en train de faire des pompes, le mec, hein. En France, il y en a un ou deux qui vont voir s'il n'y a pas moyen de négocier pour pas les faire. Euh, donc ça, mais il faut faire attention. Les États-Unis, ça va grimper, hein. C'est comme, Ouais. comme les pays asiatiques. Voilà, je ne sais pas si c'est productif ce que je te donnais comme Ah si comparaison, si mais complètement ouais non non mais c'est... c'est intéressant je trouve de regarder un peu parce que si un peu comme quelqu'un qui n'a jamais voyagé il peut avoir un prisme très étroit de ce qu'est le monde et en fait le monde bah c'est pas la France c'est pas l'Europe mais c'est véritablement toutes les différences culturelles et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées sur comment dire l'impact de la culture du pays dans lequel tu vis sur toi. Tu vois, tu parlais par exemple des Algériens qui étaient très techniques et peut-être moins athlétiques, moins tactiques. Est-ce que finalement, un Algérien qui est dans une autre culture, il sera différent? Oui, non, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a une communauté issue d'immigration algérienne notamment en France et même en Espagne. Peut-être que c'est des joueurs qui sont un peu similaires à ce que tu pourrais retrouver en Algérie. Je ne sais pas quelle est ton expérience par rapport à ça. Moi, je te réponds tout de suite. Et ça, c'est parce que tout ce que je te dis là, pour l'instant, ce sont mes expériences, ma Ouais, vision bien sûr, mais c'est le qui but est du un prisme, hein, podcast, tu hein. vois. Ouais, Pour moi, un enfant à 7 ans, peu importe où tu es sur le globe, ok. il sera le même. Moi, quand j'ai vu un gamin de 7 ans au Nicaragua, au Pérou, en France, en Belgique, en Espagne, au truc, à la base, à 7 ans, c'est les mêmes. Bien sûr que la nature a fait qu'il y en a certains qui ont plus de prédisposition, Mhm. on va parler de talent, tu vois, que d'autres, mais ce sont les mêmes. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on lui donne? Et tu sais, moi, ma méthodologie, par exemple, football avant-garde, je l'ai tablée sur le ministère de l'Éducation. Il y a une stratégie gouvernementale pour former des êtres humains, pour éduquer des êtres humains avec des caractéristiques X, Y ou Z. Si je mets plus de mathématiques, forcément, j'aurai plus d'êtres humains qui sont forts en sciences. Si je mets plus Mhm. de linguistique, j'aurai des êtres humains meilleurs en langue. Ouais, C'est une supposition, hein, une probabilité. Donc, dans le football, c'est un peu pareil. Donc, dans la méthodologie football avant-garde, ce que je me suis posé comme question, je me suis dit, si le tiki-taka a fait un carton pendant 10 ans, Johan Cruyff, il s'est posé la question, un, quels sont les modèles de jeu qui existent aujourd'hui? Deux, quel serait un modèle de jeu qui serait meilleur que ce qui existe aujourd'hui? Comment le contrecarrer pour qu'il ait 2, 3 temps d'avance? Et mhm. puis, quels sont les profils de joueurs que je vais devoir former, créer pour cette méthodologie, avec des caractéristiques technico-tactiques, biomécaniques, machin, etc. Ok, Mental aussi, très important. Et donc, du coup, moi, dans ma méthode football avant-garde, ce que j'ai créé en 2016, en fait, j'ai découvert ce que j'appelle moi l'évolution du football moderne. C'est-à-dire que moi, j'aime les échecs, j'aime jouer les blancs contre les noirs, je joue toujours moi contre moi. Donc l'idée, c'est quoi? C'est normalement, tu te neutralises, hein. Donc tu recherches à augmenter ton niveau vis-à-vis de toi-même. Bon, c'est par palier. Donc à un moment donné, bon, j'avais déjà prédit le jeu vertical comme évolution du jeu combinatif positionnel qui est le tiki-taka. Et après ça, moi, je pense que le football va évoluer vers un football beaucoup plus total. Donc, on verra ça comment ce sera avec football avant-garde. Je ne peux pas en vendre de trop là pour l'instant, mais beaucoup plus total. Et, ok. où je pense que l'axe, parce que je pense que tu t'en rends compte, on a un phénomène sociétal, générationnel, qui est que les gens maintenant ont besoin d'être entretenus, entertained, tout le temps. Tout va vite. C'est fini le temps où les gens ils sont là tranquilles à attendre que ça se passe. Il faut que ça aille Hmm. vite. Donc, ils ont besoin de spectacle. Ils ont besoin de sentir qu'ils vivent. Je répète,
Ils ont besoin de sentir qu'ils existent au-delà de vivre. Pas la même chose. Ouais. Et, et donc, du coup, pour moi, le football moderne nous montre que la majorité des buts marqués sont des buts, attention à ce que je veux dire, basés sur la surprise. La surprise, Sylvain, mais qu'est-ce que tu racontes? Des ballons arrêtés, des coups francs, quand il y a un but, c'est qu'il y a un effet de surprise, quelque chose qui n'a pas été prévu, ce qu'on appelle la contingence. La contingence, c'est l'imprévisibilité des choses. Ce qui aurait pu ne pas se passer. Là, ça commence à te faire réfléchir. Mais Mhm. donc, quand on dit, ah, on marque beaucoup de buts en transition, d'accord? C'est-à-dire que l'adversaire est organisé pour attaquer, perd le ballon, donc il y a une désorganisation, l'adversaire fait une contre-attaque, donc c'est l'effet surprise. Je suis pas Ouais. prêt, ah, il faut que je me réorganise. Donc moi, je pense que dans le football du futur, il y aura beaucoup plus de connotations de surprises, de situations, contingents, créées de manière consciente pour réaliser un objectif X, avec du spectacle, obligatoirement, et une cohérence pour garder un niveau de performance suffisamment élevé pour qu'il soit faisable dans le football de haut niveau. Parce que ce qui fonctionne, c'est ce qui réussit au plus haut niveau. Parce que c'est de plus haut niveau que c'est dilué après vers les catégories inférieures. Ok, ça, c'est génial. Je trouve que ça nous fait réfléchir un peu sur ce que peut être le futur. Et toi, visiblement, tu y as bien travaillé.